Un dernier mot concernant les manifestations cliniques, c'est les céphalées. D'accord? Il faut savoir que les céphalées est un symptôme neurologique le plus fréquent dans le cas de la maladie de Behçet et qui peut être révélateur de la maladie. Ça veut dire, si vous avez la situation la plus facile, si vous avez un patient qui est suivi pour une maladie de Behçet avec une atteinte ophtalmologique ou dermatologique, le fait qu'il a une céphalée, même si la description de cette céphalée est en rapport ou vous oriente vers une migraine classique, il faut toujours garder un degré de suspicion d'une atteinte neurologique et demander une IRM avec une étude de SCR parce qu'une céphalée isolée peut révéler un authentique tableau de neuro-Behçet. D'accord? Donc, céphalée simple chez quelqu'un qui est suivi pour une atteinte, pour une maladie de Behçet, pourra confirmer, pourra révéler la maladie. D'accord? Donc, toutefois, il n'est pas recommandé de faire des explorations que si vous avez des premières encéphalées inhabituelles ou récentes, d'accord? Lorsque vous avez des céphalées progressives, réfractaires au traitement, d'accord? Ou lorsque vous avez une céphalée, bien évidemment, associée à une autre atteinte neurologique. Pour l'évolution, la même chose que la sclérose en plaques, 60 à 70% des cas vont évoluer par dépoussé-rémission. Et c'est toute la difficulté de diagnostic. D'accord? On peut avoir des poussées de myélite, par la suite d'atteinte encéphalétique, puis par la suite de neuropathie optique, puis le patient peut refaire un tableau de thrombophilie cérébrale. On a des formes progressives primaires qui sont de très mauvais pronostics. On a également des formes progressives secondaires. Ça veut dire qu'on a passé par une phase de rémission, poussée-rémission, puis par la suite une phase progressive. D'accord? Donc c'est la même chose. On a dit dans la sclérose en plaques que 85% des présentations sont des évolutions par poussée-rémission et 15% le reste. La même chose dans le Behçet. Vous avez 60 à 70% des présentations vont évoluer par poussée-rémission. L'imagerie, les examens complémentaires. On va demander une imagerie en premier avec une IRM encéphalique qui va explorer l'encéphale, la moelle épinière, et on a rajouté par rapport à la sclérose en plaques l'enjeu IRM, ton veineux et artériel. Donc autant pour la sclérose en plaques, on avait dit qu'il faudrait demander d'emblée une IRM encéphalique et médulaire. C'est le même protocole, on demande la même chose, sauf une exploration vasculaire, veineuse et artérielle. Ça veut dire, lorsque vous pensez à une atteinte neurologique dans le cadre du neuro-Behçet, il faut absolument compléter par des séquences artérielles et veineuses. Parce qu'il se peut que votre malade se présente par un vasculo-Behçet. Vous allez faire une IRM qui va être tout à fait normale. Vous ne complétez pas par une angiorm. Or, le patient, il a une thrombophilie cérébrale. Donc, l'examen le plus approprié lorsqu'on pense à un Behçet, c'est une IRM encéphalique et médulaire. D'accord? Avec des séquences angio-IRM. Donc, ça, c'est la première nuance. La deuxième nuance, l'IRM médulaire, il n'est pas systématique si vous n'avez pas des signes renvoyant vers la moelle épinière. D'accord? Alors que dans la sclérose en plaques, quelle que soit la présentation clinique, il faut demander systématiquement une IRM encéphalique et médulaire parce qu'on cherche la dissémination spatiale. D'accord? Le mot dissémination spatiale n'est pas systématique pour le diagnostic du neuro-Behçet. On peut avoir un seul syndrome de focalisation qui va renvoyer vers le neuro-Behçet. Regardez par ordre de fréquence les topographies possibles. Regardez, dans 50% des cas, vous avez une atteinte diencéphalo-mésencéphalique. Puis dans 40% des cas, vous avez une atteinte pentobulbaire. Donc c'est très facile de faire la distinction, il faut juste connaître. Donc dans le Behçet,
une atteinte diencéphalo-mésencéphalique, une atteinte pentobulbaire. Et puis, ce qui est plus caractéristique, c'est la continuité des lésions. Vous allez trouver la même lésion qui va se traduire par un hypersignal qui est géant au niveau bulbaire, protubérance, qui va s'étendre. C'est comme si les lésions suivent finalement la voie cortico-spinale. Donc, mésencéphalo-diencéphalique. Finalement, en neurologie, on n'a pas beaucoup de maladies. Si vous avez une maladie, si vous avez une IRM avec une atteinte diencéphalo-mésencéphalique qui se prolonge sur le pan et le bulbe, on n'a pas mis le diagnostic. D'accord? Une atteinte hypothalamique, une atteinte du noyau gris centraux, d'accord? Puis une atteinte de la substance blanche périventriculaire, puis une atteinte de la moelle, qui est très rare, de 5%. Donc, regardez de façon plus simplifiée. Donc, diencéphalo-mésencéphalique, protubérantielle et bulbaire. Substance blanche périventriculaire, noyau gris centraux. Alors que si on avait fait le schéma, c'est sur ce schéma, on essaye d'individualiser les lésions en rapport avec la sclérose en plaques. On va mettre plutôt, lésions en rapport avec la sclérose en plaques, on dira peut-être ici. Donc, capsule interne. Il ne va pas toucher le noyau thalamique. Au niveau de la substance blanche périventriculaire. Et puis, la jonction bulbo-cervicale. D'accord? Donc, regardez, c'est quand même la distinction. Elle est très facile. D'accord? Donc, dans un cas clinique à l'examen, on peut vous donner 2 images chez un patient. Et sur l'aspect radiologique, vous allez faire la distinction entre sclérose en plaques et BSET. Et par la suite, les autres questions vont être juste de l'automatique. Regardez par exemple ce patient-là. Un patient qui est âgé, c'est un homme, âgé de 38 ans. Il vient pour une atteinte cérébelleuse, tétrapyramidale. On fait cette IRM-là. Regardez cette image, cette grosse image. C'est pas classique dans la CEP. On n'a pas montré ces images dans la CEP. Protubérantielle. D'accord. Regardez, en hypersignal T2. Ces mêmes lésions, si on avait les séquences T1, ils sont en isosignal ou en hyposignal T1, qui sont en hypersignal T2. Donc regardez. La prise de contraste, elle est présente, mais réalise un aspect qui est très variable d'un patient à l'autre. Donc on peut trouver une prise de contraste qui n'a pas de spécificité particulière. La même chose, regardez, c'est ce patient-là de 37 ans, suivi pour une maladie de BSET qui fait des troubles de conscience avec une hémiplégie droite. Regardez cette image hypersignale qui intéresse la protubérance. D'accord? Alors qu'un des éléments qui sont une délocalisation très particulière de la CEP lorsque vous êtes face à une atteinte du tronc cérébral, c'est le pédoncule cérébelleux moyen. Regardez ici, ils sont libres. Alors que la lésion, elle intéresse la protubérance. Regardez, lorsqu'on injecte le produit de contraste, le rehaussement il est présent dans 60% des cas, réalisant un aspect variable. Ici, nodulaire, en grappe nodulaire. La continuité de lésion. Tout à l'heure, on parlait de la continuité. Regardez cette lésion sous-thalamique, la région diencéphalique, mésencéphale. Alors que la CEP, on a dit, c'est des lésions nodulaires, arrondies, ovalaires, substance blanche périventriculaire, à grand axe, qui doivent épargner la substance blanche, la substance grise. Regardez cette lésion-là. Il empiète sur le noyau thalamique. Il se prolonge même sur la tête du noyau caudal. Regardez ici. D'accord?
Toujours la continuité des lésions. Regardez cette lésion-là. La région sous-thalamique, diencéphalique, mésencéphale, protubérance. D'accord. Dans le cas de la sclérose en plaques, on avait dit qu'on demandera l'IRM en T1, en T2, en T2 flair. Lorsqu'on pense à une vascularite, on demande ce qu'on appelle la séquence en écho de gradient, ce qu'on appelle la séquence T2. La séquence T2 ou séquence en écho de gradient. Cette séquence-là est très sensible pour détecter un saignement. D'accord? Donc on va demander, puisqu'on pense à une vascularite, donc on peut avoir un petit saignement, on demandera l'écho de gradient qui va montrer une hémorragie sous forme d'hyposignal. Regardez, est-ce que ça sort sur l'image, cette image-là? Ça sort sur l'écran, cette image en hyposignal qui va vous orienter vers une vascularite, qui va écarter et refuter le diagnostic de sclérose en plaques. Si vous avez le doute du diagnostic, le fait que l'IRM séquence T2 montre cette image en hyposignal, ça devrait faire évoquer un mécanisme vasculaire, et dans ce cas, la sclérose en plaques va être éliminée. L'atteinte du noyau gris centraux. D'accord, c'est très facile. Dans la sclérose en plaques, on a dit que c'est une atteinte qui doit épargner la substance grise, alors que dans le BSAT, regardez l'atteinte du noyau lenticulaire et qui empiète sur le noyau thalamique. Toujours une image en hypersignal. D'accord? Regardez le noyau thalamique qui emportait la tête du noyau caudé et une partie du noyau lenticulaire. La même chose, regardez cette lésion-là. On a dit la continuité des lésions, regardez. Cette lésion touchant la noyau lenticulaire, la capsule interne, le noyau thalamique, la région diencéphalo-mésencéphalique. Donc, je pense que c'est quand même facile de faire la distinction entre sclérose en plaques et BSAT. N'est-ce pas? Oui? Très bien. La prise de contraste, on a dit la prise de contraste, il peut être présente dans 50% des cas, réalisant un aspect variable. Regardez cette prise de contraste. La substance blanche périventriculaire. Regardez par contre ici, la même chose. C'est des lésions nodulaires, arrondies, de la substance blanche périventriculaire, des lésions qui sont juxtacorticales. D'accord? En voyant cet aspect-là, il faudrait évoquer la sclérose en plaques. Mais c'est l'association lésionnelle. C'est parce que vous avez d'autres lésions qui peuvent intéresser la substance grise ou intéresser la jonction diencéphalo-mésencéphalique qu'on doit évoquer le BSAT. Mais si on n'a que ces images-là, la sclérose en plaques, il faut l'évoquer en premier. D'accord? Regardez, ils sont en hyposignal T1, en hypersignal T2, ils sont arrondis, certaines sont confluentes par endroits, c'est l'aspect classique de la scène. D'accord? Donc, mais finalement, c'est l'analyse lésionnelle de toute lésion qui permet de redresser le diagnostic. L'atteinte méningée, on peut avoir une atteinte méningée avec une prise de contraste, avec un épaississement méningé, regardez ici. D'accord? Cette image en hypersignal. On a dit atteinte parenchématose, mais atteinte vasculaire, on peut avoir une thrombophlébite cérébrale. D'accord? Regardez ici, absence de passage du produit de contraste au niveau du sinus longitudinal supérieur, avec développement d'une bonne circulation collatérale. Les éléments pour faire le diagnostic d'une thrombophlébite cérébrale du sinus longitudinal supérieur. Les atteintes artérielles, regardez ici, c'est très facile de reconnaître sur cet IRM-là. Cette image en hypersignal sur la séquence T2, correspondant au territoire superficiel de la sylvienne droite. Et regardez une occlusion de l'artère sylvienne au niveau du tiers proximal. D'accord? Donc, soit que vous avez des atteintes parenchémateuses, et maintenant vous connaissez la description des atteintes parenchémateuses, soit qu'on a des atteintes méningées, soit qu'on a des atteintes vasculaires,
Et dans les atteintes vasculaires, soit des atteintes veineuses ou artérielles. D'accord? Les atteintes médulaires, ils sont quand même rares par rapport aux atteintes parenchymateuses. D'accord? Qui siègent au niveau cervical ou thoracique, mais qui ont la particularité d'être des lésions très étendues sur plus de 2 niveaux. Alors que dans la sclérose en plaques, on a dit que les lésions, elles dépassent rarement 2 niveaux médulaires. Regardez cette lésion-là, sur 1, 2, 3. D'accord?